vrai théoricien, on ne le voit pas sur une manip. Alors il est là, dans une équipe scientifique, hein. Mais bon, j'allais dire, son but à lui, c'est de faire en sorte que, bon, pour faire simple, ces théories soient vérifiées. Donc, des objectifs scientifiques définis, durs, et donc débrouillez-vous, les instrumentalistes, pour nous faire ça. Alors, après, il y a une catégorie de gens qui est très importante, c'est le chercheur instrumentaliste. C'est un scientifique aussi. Il peut être un peu théoricien, bon, on a le droit de toucher à tout. Mais surtout, il est en relation avec l'ingénierie, donc les ingénieurs, les techniciens, enfin tous les gens. Et c'est quelqu'un aussi qui, en général, a travaillé sur des aspects développement de nouvelles technologies. Et donc, son rôle est très important parce que c'est lui qui va permettre de faire comprendre aux théoriciens qu'on fera ce qu'on peut, donc on fera bien, mais ça, sinon, c'est dans 10 ans, donc sinon, on ne fait pas. Est-ce que ça suffit? Et qui pourra parler aux ingénieurs, aux techniciens aussi, en leur faisant comprendre que là, il faut vraiment y aller, un grand coup, sinon la manip, elle vaut rien. Donc, il y a une passerelle, bon, en général, c'est un chercheur, mais ça peut être aussi un ingénieur qui s'est mis à faire de la science. Enfin, bon, il y a une passerelle très importante. C'est absolument indispensable, et c'est comme ça que fonctionnent d'ailleurs les grands projets. Il y a toujours un instrument scientist, comme on dit, un chercheur instrumentaliste, alors, indispensable. Bon, et puis ensuite, alors, la cohabitation entre ces... encore une fois, il y a des théoriciens, des instrumentalistes, avec des frontières floues, hein, et derrière, il y a des équipes techniques animées par des ingénieurs. Donc la cohabitation, heureusement, elle est, j'allais dire, complexe et un peu conflictuelle. Mais c'est aussi comme ça que chacun admet qu'on peut faire, alors, on peut faire moins, probablement, pour le théoricien, mais on peut faire beaucoup plus pour les équipes techniques, qui, au départ, j'allais dire, lèvent les bras au ciel en disant « mais ça, c'est pas possible ». Un instrument à bord d'un satellite, il a un ensemble de ressources limitées, qui sont principalement le poids, la consommation électrique, la quantité de mémoire dans laquelle il peut déverser les données qu'il produit. Et ensuite, un dernier élément qui est important, c'est le débit entre le satellite et la Terre, c'est-à-dire le canal descendant qui ramène de l'information à la Terre. Ces 4 éléments-là, ils conditionnent complètement la manière dont l'instrument va pouvoir fonctionner. Ce n'est pas la peine de concevoir un instrument qui rentre peut-être dans les limites de poids, mais qui aura un capteur énorme avec des millions et des millions de pixels, si ensuite on n'est pas capable d'acheminer au sol la moindre image de ces millions et millions de pixels, parce que le débit est trop faible. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, après, c'est l'idée de concevoir un instrument qui remplit au mieux les ressources dont on dispose, quitte à avoir des stratégies d'observation particulières. Typiquement, si pour l'instrument MAGIS, sur la mission de JUICE qui va aller sur Jupiter, le débit sera très faible, vu que Jupiter est très loin de la Terre. Étant donné que le débit est très faible, on ne pourra pas ramener sur Terre l'ensemble des images qui seront acquises par l'instrument MAGIS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener au sol des imagettes de manière à avoir une analyse de ce qui est disponible à bord, mais en ayant coûté, entre guillemets, pas grand-chose en termes de débit et d'occupation de la bande passante entre l'instrument et le sol. Et du coup, à partir de l'analyse de ces imagettes, on pourra déterminer quelles sont les images complètes qu'on a envie de récupérer parce qu'elles sont vraiment très pertinentes du point de vue scientifique. Donc, les observations avec l'instrument MAGIS, elles vont se dérouler en fait en 2 phases. Une phase où on va observer, tel qu'on ferait si l'instrument était proche de nous, au mieux, les choses les plus intéressantes, etc., etc. Mais on sait pertinemment qu'on ne pourra pas récupérer toute cette masse d'informations. On ne pourra en récupérer qu'une partie. Et donc, à partir d'une micro-vision de ce qui a été acquis, on va sélectionner ce qu'on va descendre comme information complète, et puis tant pis, on abandonnera tout un ensemble de données. On abandonnera avec l'idée que peut-être à un moment donné dans la mission, si l'instrument n'est plus en phase d'observation parce qu'il est en phase de transit entre 2 objets du système jovien, entre 2 lunes par exemple, il aura un peu de temps pour retransmettre des informations
qu'on aura jugées pertinentes et qu'on aura mis de côté pour cette période-là, et qui seront transmises durant cette période où il acquiert plus de données. Mais là encore, étant donné que la mémoire à bord est limitée, on ne pourra pas se dire on met tout dans la mémoire, tout ce qu'on a acquis. Non, à un moment donné, il faudra bien à nouveau, là aussi, faire des choix entre ce qu'on garde pour être transmis plus tard. Sachant que la mémoire de bord, elle est commune et partagée avec tous les autres instruments, et que les autres instruments vont avoir les mêmes stratégies. Et donc, il y aura une compétition, il y a une allocation de la mémoire de bord qui est faite entre les différents instruments en fonction de ce qu'ils font, de leurs besoins, etc., pour que chacun ait sa part de mémoire de bord. Lors de la définition d'un instrument, il y a toujours une partie de discussion qui commence, ça part de questions auxquelles on veut répondre. Donc de tester une théorie, par exemple, ou de vérifier une observation, quelque chose qu'on suspecte, d'essayer d'observer quelque chose qu'on suspecte exister mais qu'on n'a pas encore observé. Donc essayer de répondre à une question. Et donc en général, les premières ébauches commencent par des discussions entre scientifiques qui peuvent être à la fois des purs théoriciens ou modélisateurs et des gens comme moi qui vont être plutôt du côté instrumentation. Et donc ça, il y a toute une phase en général où on décante les idées, où on exclut les choses qui seraient très intéressantes, mais où on se dit ça c'est vraiment très difficilement faisable, et puis puis on écarte les choses qui seraient relativement facilement faisables, mais pas intéressantes. Donc on essaye de trouver le compromis entre essayer de pousser un peu la technique dans ses retranchements, mais sans aller vers des choses complètement infaisables, et de garder des objectifs scientifiques de haut niveau pour pas construire un instrument qui au final ne fasse pas vraiment avancer les choses. Pourquoi sur Planck on est arrivé aux très basses températures à 100 milliK? Tout simplement parce que pour couvrir la science prévue, donc depuis avant Planck, pour des raisons qui sont purement physiques, on ne peut pas avoir autre chose que des détecteurs, donc des machins qui regardent le ciel, qui soient aux alentours de 100 milliK. Alors, on peut être un petit peu plus chaud que ça, mais on dégrade la résolution. C'est moins bon et tout. 1 Kelvin, c'était pas la peine. Sur ce fond cosmologique, à 2,7 degrés, la granularité de ce fond qui est prédite pour engendrer les galaxies et les amas de galaxies sont de l'ordre de centaines de micro-Kelvin. Donc il fallait observer ce fond avec une sensibilité qui permet de détecter de la granularité d'une centaine de micro-Kelvin. Donc, non seulement de refroidir les bolomètres à 2K qui ont permis de mesurer le spectre, mais d'avoir bien plus grande sensibilité. Donc, plus grande sensibilité dit, en gros, température plus basse. Donc, au lieu de travailler à 2 Kelvin, on savait qu'il fallait travailler à peu près à 1/10 de degré au-dessus du zéro absolu, avec des bolomètres, de façon à pouvoir détecter cette granularité qui était prédite. Mon premier job à l'Institut d'astrophysique spatiale, ça a été de travailler sur les étalonnages de Planck. On a conçu une machine qui pouvait descendre jusqu'à 1,6 Kelvin en étant stabilisée et qui répondait a priori bien aux demandes des scientifiques pour étalonner leur instrument. Bon, il y avait entre 10 et 15 personnes qui travaillaient là-dessus. Hein. Donc, par contre, on a tout conçu de A à Z. On est parti d'une feuille blanche et on a tout reconstruit derrière, que ce soit les amas électrotech, le vide, on a tout refait. Hein, et donc on a développé le moyen d'essai au sol. Et derrière, l'instrument, lui, est venu avec son système de refroidissement à dilution qui lui a permis de descendre à 0,1 K. Il faut qu'on connaisse l'instrument et que les scientifiques sachent exactement ce que va faire l'instrument quand il sera dans le vide. Tout ça pour une raison bien simple et bien particulière, qui est évidente. Un satellite, une fois qu'il est parti, il est parti. Il n'y a plus personne qui est capable de capturer un instrument ou un satellite dans l'espace, de l'emmener entre guillemets dans un garage et de le réparer. La clé de 13 ou la clé de 17 dans l'espace, on ne l'utilise pas. Donc il faut que notre instrument soit parfait, fiabilisé, connu,
avant d'être envoyé. On a pu tester dans le laboratoire, dans notre laboratoire, notre dilution avec les tâches du dessus qui est des Anglais, parce qu'ils ont amené leur petit système et on a fait des essais dans notre cuve et on a pu... voilà, ce qui nous a permis de résoudre des problèmes, de vibrations en particulier, etc. Et c'était très constructif. Mais par exemple, le challenge qu'on avait, c'est que l'étage au-dessus, qui est le 50K, 18K fait par les Américains, leur système, ils savaient qu'il marchait, qu'ils arrivaient à avoir... Mais on a pu se mettre sur leur interface pour nous prendre leur puissance cryogénique. On a pu le faire que chez Alcatel, une fois que c'était intégré sur le satellite, pendant l'intégration du satellite. Tout ça, ça fait partie des choses absolument passionnantes parce que non seulement le satellite, on le voit se monter, on voit ce système, on appelait ça le cryocouleur, enfin il s'appelait le cryocouleur, des Américains se monter sur le satellite et puis après on monte les autres morceaux et puis on vient monter le système des Anglais, et puis on vient monter notre plan focal avec notre dilution, enfin, etc. Donc tout ça, c'est des expériences que je souhaite à tout le monde de vivre. Une manip spatiale passe par tout un processus de qualification qui va être, par exemple, de tests de vibration qui vont simuler ce que va ressentir l'instrument pendant le lancement d'une fusée, qui est quelque chose d'assez traumatisant, en fait. C'est bruyant et ça vibre. Donc ces instruments délicats, on les met en fait en haut d'un grand pétard qui fait beaucoup de bruit et qui bouge beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment plus critique que pour le développement d'instrumentation au sol, pour lesquelles on va pouvoir se permettre de faire quelque chose qui est pas forcément, qui va moins être 100% disponible, qu'on va pouvoir réparer, améliorer. Là, il faut que ça marche du premier coup et que ça marche pour des années. Donc on fait du extrêmement performant, mais extrêmement endurant. Donc c'est le point le plus difficile à atteindre, mais c'est ce qui est nécessaire quand on veut faire des manips de pointe dans le domaine spatial. Quand j'ai rejoint les équipes scientifiques de la mission Rosetta, une chose qui m'a vraiment impressionnée à l'époque, et toujours maintenant, ça a été de me rendre compte, déjà la décision elle-même et l'idée globale de la mission était très audacieuse, puisqu'il s'agissait pas simplement d'aller faire un survol près d'une comète, mais de faire toute une mission avec un orbiteur qui allait tourner autour, et en plus prendre cette décision d'avoir un atterrisseur qu'on allait faire atterrir à la surface d'une comète. Ça, c'était une décision qui nécessitait beaucoup d'audace scientifique, technique, mais aussi politique. C'était un pari scientifique et technologique gigantesque en fait. Par exemple, sur l'orbiteur, donc Rosetta, il y avait un microscope AFM. À l'époque, dans les années fin 80, début 90, c'était une technologie qui commençait tout juste, qu'on commençait tout juste à connaître dans les laboratoires. Dans le domaine des missions d'exploration spatiale liées à la planétologie, la grande spécialité de l'IAS concerne plutôt la spectroscopie infrarouge. Et c'est une technologie qu'on n'a pas arrêté en fait au laboratoire de développer et pour laquelle on n'a pas arrêté d'innover en fait depuis la création de l'IAS. Et donc maintenant, l'une des spécialités, c'est les spectro-imageurs et les micro-spectro-imageurs, donc qui permettent maintenant non seulement d'avoir des mesures spectroscopiques donc dans le domaine de l'infrarouge sur des surfaces assez vastes d'une planète ou d'un astéroïde ou d'une lune donnée, mais aussi de la spectro-imagerie sur des échantillons plus petits, entre autres des poussières qui peuvent être collectées sur place, par exemple, ou alors ensuite ramenées sur Terre. Dans l'objet qu'on a créé, la plateforme qu'on a créée d'accompagnement informatique des projets spatiaux, donc notre plateforme, elle s'appelle IDOC, peu importe la signification de l'acronyme. Dans cette plateforme, parmi les choses qu'on fait, outre donc,
la préparation des instruments, leur accompagnement en étalonnage, leur suivi et leur contrôle lorsqu'ils sont en vol. Bien entendu, après, les données, il faut non seulement les donner et les mettre à disposition des personnes qui ont conçu l'instrument, mais plus largement, il faut les mettre à disposition de l'ensemble de la communauté scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans nos activités, parce que l'idée de science ouverte, l'idée qu'une donnée scientifique qui a été acquise par des données publiques, elle soit la plus largement disponible au plus grand nombre de chercheurs ou de personnes qui pourraient être intéressés à l'accès à ces données. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les démarches et également dans ce que nous demande le ministère, l'Europe, etc., etc. En ce qui concerne la présentation des données, l'observatoire virtuel s'attache à ce qu'effectivement cette présentation soit commune. Néanmoins, on ne peut pas faire en sorte que tous les jeux de données soient enregistrés sous une même forme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des spécificités instrumentales qui sont telles que les bases de données des instruments eux-mêmes, on aura du mal à les mettre vraiment toutes sous une forme commune. Voilà, ça présente toujours des difficultés. Pourquoi ? Parce que les instruments sont par nature différents néanmoins. Ils ont observé les choses d'une manière différente. Il y a des paramètres qui leur sont intrinsèques et qui ne seront pas communs avec d'autres instruments. Par contre, ce qu'on va faire en sorte, c'est ce qui ressort comme information. Là, ça va être mis en forme d'une manière commune. Et c'est ça qui est présenté par les observatoires virtuels. Ce qui fait qu'en fait, on peut considérer qu'il y a tout un ensemble de choses à un bas niveau qui peuvent rester dans un environnement spécifique, mais on va faire en sorte qu'il y ait une couche intermédiaire qui transforme ces choses spécifiques en un vocabulaire commun, en une langue commune, que sait interpréter l'observatoire virtuel et qu'il sait du coup rendre intelligible aux scientifiques.